La France a donc poursuivi hier son offensive aérienne contre les rebelles islamistes dans le nord du Mali, tout en renforçant sa présence militaire à Bamako et dans l'attente donc du déploiement d'une force ouest-africaine. Les attaques sur les positions islamistes près de Tombouctou et Gao, principale ville du nord désertique, ont marqué une intensification décisive depuis le premier jour de l'offensive. Nous sommes au 4e jour. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a affirmé hier que sans l'intervention de la France débutée vendredi, les rebelles islamistes qui venaient de reprendre leur progression vers le sud auraient pu faire tomber Bamako, la capitale, en quelques jours seulement. Avec cette opération, appelée opération Serval, la France ainsi dit lutter contre les groupes terroristes menaçant non seulement le Mali, mais aussi l'ensemble de la région et l'Europe. Il y aura aujourd'hui une nouvelle réunion du Conseil de sécurité pour discuter du Mali. Nos invités aujourd'hui, Vincent Desportes, le général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Général de division de l'armée de terre française. Pierre Boilet. Bonjour. Historien, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Nous rejoindrons dans un instant aussi Omar Ouamal en direct de Bamako, ainsi qu'en deuxième partie, le journaliste du Républicain au Mali. Il sera au téléphone en direct de Bamako, ainsi que la maire de Goundam que nous avions rencontrée il y a un mois. Et oui, il y a un mois, nous étions à Bamako, où nous entendions d'ailleurs les Maliens de Bamako, du marché de Bamako, de la rue, et nous demander une intervention française. Voici que cette intervention française a donc lieu. Général Desportes, on parle d'intervention militaire, d'offensive militaire. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas appeler un chat et dire donc franchement que la France est en guerre ? Alors, je crois qu'il n'y a aucune question à se poser. La France est en guerre quand un État, à la demande d'un autre État, engage ses forces armées avec toute la puissance possible pour vaincre et détruire d'autres entités politiques. Nous sommes exactement dans la définition d'une guerre. Et d'une guerre légale, légitimée par la révolution de 1985. Je dirais d'une guerre légale, effectivement, et d'une guerre légitime, les deux à la fois. Et c'est aussi une guerre parce qu'il faut bien voir que nous sommes dans la deuxième campagne de la guerre en Libye. C'est-à-dire que ce conflit au Mali n'existe, est une des conséquences de la guerre en Libye. Le Nord-Mali n'a été déstabilisé que par le fait de l'arrivée de milliers de combattants maliens qui avaient été fidèles au colonel Kadhafi, qui n'ont pas été détruits et qui sont venus s'emparer du Nord-Mali. Et deuxièmement, si les mouvements Moujao et Ansardine sont armés, ils le sont avec les armes qui se sont échappées ou qui ont été volées dans les arsenaux libyens. C'est donc parce que la guerre en Libye n'a pas été contrôlée au sol jusqu'au dernier moment, parce qu'on n'en a pas contrôlé les conséquences, que nous sommes aujourd'hui conduits à mener la deuxième campagne de cette guerre en Libye et à terminer en quelque sorte ce que nous avons initié il y a maintenant plus d'1 an. Donc pour vous c'est une deuxième phase, c'est une deuxième bataille d'une guerre enclenchée, démarrée avec la Libye. C'est la deuxième campagne. Il n'y aurait pas eu la guerre en Libye, nous ne serions pas au Mali aujourd'hui, c'est clair. Pierre Boilet ? Oui, moi je voudrais synthétiser un tout petit peu et revenir sur quelque chose, parce que là on commence à, de nouveau, ça fait des mois en fait qu'on en parle, à mélanger un peu tout. Je crois qu'il y a deux aspects des choses. Il y a une opération qui se fait effectivement de guerre contre des salafistes terroristes armés qui étaient présents quand même depuis 2003. Depuis 2003, il faut le rappeler. Il faut le rappeler quand même, on n'a rien fait jusqu'à présent. Et une seconde affaire qui est celle des rebelles indépendantistes du Nord-Mali, qui pour le moment ne disent rien, mais dont on ne parle pas non plus. Bon, donc là, la guerre que l'on fait, c'est contre les salafistes terroristes, et je crois qu'on a vraiment raison de le faire. Néanmoins, je crois qu'il ne faut absolument pas oublier qu'il y a un autre aspect du problème, que ces deux problèmes ne sont pas à mélanger, que de toute façon, il y aurait eu une rébellion malgré ou contre la Libye, enfin bref, il y aurait eu quelque chose parce qu'il y avait déjà un mouvement politique qui existait avant les opérations, et que c'est bien quand même les indépendantistes qui ont conquis le Nord. Alors peut-être qu'ils ont déclenché plein de choses, mais en même temps, ce sont deux choses différentes, et je crois qu'il faudra vraiment passer par une négociation à la fin pour arriver à une stabilisation réelle. Ils ont conquis le Nord parce qu'on les a laissés faire peut-être, notamment le président ATT ?
Le président ATT a laissé faire beaucoup de choses. Il a laissé faire donc l'installation d'AQMI, justement, enfin du GSPC au départ et d'AQMI ensuite depuis 2003 sans rien faire du tout. Il a laissé s'installer un trafic de drogue, il en a même peut-être profité, et il n'a pas empêché, effectivement, parce que son armée a été en fuite, la conquête du Nord par le MNLA. Donc, de fait, ATT a une grosse responsabilité aussi dans cette situation. Alors, Général Desportes, quelle est cette guerre que nous menons? Est-ce que c'est une guerre de défense de nos alliés, une guerre préventive pour éviter que ne s'installe un État terroriste en France? Quelle va être sa deuxième phase? On a vu que le ministre de la Défense avait annoncé que la première phase, au fond, qui était de stopper la progression des islamistes du Nord Mali, et cette première phase était réussie, et que nous sommes donc dans une deuxième phase. Quelle est cette deuxième phase? Alors, cette deuxième phase, d'abord, va être très différente de la première. Je pense que nous avons fait ce qu'il était le plus facile à faire, c'est-à-dire que nous avons bloqué par le feu 2 colonnes de véhicules qui avançaient. Et il n'y avait aucun doute, nous pouvions le faire, notre armement nous le permet. Et d'autant plus facilement que ce sont les troupes françaises très entraînées qui sont intervenues. La deuxième phase va être beaucoup plus compliquée, puisqu'il va s'agir, à partir de la ligne qui est désormais tenue aujourd'hui à hauteur de Konna, d'aller ultérieurement détruire les entités adverses dans le nord. Et là, ça va être beaucoup plus difficile, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il va falloir former avec les différents contingents africains qui sont multiples, mais qui ont peu l'habitude de travailler ensemble, une armée cohérente, capable de manœuvrer. Et ça va être très long. Le temps va se compter, non pas en semaines, mais en mois, avant d'avoir reconstitué l'outil militaire capable de conduire cette manœuvre. Ensuite, on a agi sur un front extrêmement étroit, c'est 2 colonnes du côté de Konna, et là il va falloir agir sur l'ensemble du territoire qui est pratiquement grand comme 2 fois la France. Donc nous sommes dans une toute autre manœuvre qui va demander une coordination étroite de cette entité militaire qui va se former de façon compliquée, et d'autre part de l'appui avec l'appui des forces occidentales en termes de renseignement et d'appui-feu, dont le contingent africain ne dispose pas. Donc on va rentrer dans une phase qui va être compliquée et longue, évidemment. Alors, Général Desportes, est-ce qu'on a les moyens de cette intervention? Je croyais que quand on était intervenu en Libye, il fallait que ça s'arrête assez vite, parce qu'au fond, on était quasiment au bout de nos forces et presque, au fond, au bout de notre porte-monnaie. Non, la question des moyens est tout à fait importante. D'abord, je dirais que quand on rentre dans la guerre, on ne sait pas quand ça s'arrête. On déclenche la guerre vous échappe, et on ne sait pas du tout quand on sortira de cette guerre, mais il faut la conduire. Ensuite, vous avez raison, nous sommes maintenant au Mali, nous étions en Libye hier, nous sommes encore en Afghanistan, nous sommes en Afrique encore, au Tchad, nous sommes au Burkina Faso, nous sommes en Centrafrique. Il y a eu l'affaire somalienne aussi. Il y a eu l'affaire somalienne. Donc, on voit bien que les armées françaises sont engagées sur tous les fronts. C'est le principe de réalité. Si la France veut être la France et exercer à la fois ses responsabilités et être fidèle à ses ambitions, la France doit s'engager dans le monde. Donc, elle doit s'engager seule, parce qu'on a l'impression d'être un peu seule tout de même, là, pour l'instant. Alors, 2 points. D'abord, attention à ne pas casser les moyens militaires de la France. On voit qu'ils sont utiles. Attention aux conclusions du prochain livre blanc. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, il est normal que la France intervienne parce qu'elle peut le faire. Et là encore, la France a un avantage comparatif, c'est ses appuis en Afrique, Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Tchad, etc. Nous pouvons le faire, et quelque part, devant le monde, nous devons le faire. Donc la France est le premier pompier capable de s'arrêter. Ensuite, il faut espérer que nous aurons affaire à une coalition occidentale plus importante, mais on sait que des signes ont déjà été émis de la part des Britanniques, des Danois, des Américains. Après, il faut laisser le temps au temps. Le pompier est intervenu de manière efficace. Maintenant, construisons la coalition. Est-ce que, cela dit, ça ne met pas le doigt sur un défaut cruel, un manque cruel qui serait peut-être, au fond, depuis le temps qu'on la réclame, une armée européenne ? Évidemment, mais enfin ne rêvons pas, l'armée européenne c'est pour après-demain. Aujourd'hui nous avons des entités politiques uniques et c'est au niveau des États et des coalitions de circonstances que nous agirons. Pierre Boilet. Oui, je voudrais rajouter qu'il y a une complication supplémentaire que le général Desportes n'a pas évoquée, c'est le fait de savoir contre qui on se bat exactement. En fait, on lance donc une force qui commence à devenir internationale. Alors en réalité, bon, moi je suis plutôt rassuré d'une certaine façon que la France en soit, mais de fait, il y a un ennemi commun à tout le monde que sont
tous ces mouvements salafistes, AQMI, Moujao et Ansardine, et des gens, par ailleurs, qui sont sur place, qui se sont aussi organisés politiquement, qui ont lancé aussi une rébellion pour une situation à rétablir qui n'était quand même pas extraordinaire en 2011. Et donc, attention aussi à ne pas faire un manque de choix total et donc de taper sur tout le monde au risque de faire des massacres ou de laisser l'armée malienne se venger, ce qui est un véritable problème. La cible principale, c'est par exemple Ansardine, entre autres Général Desportes. Oui, très, très naturellement, mais ce qui vient d'être dit est parfaitement juste. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous avons agi, nous avons bloqué. Maintenant, je crois qu'il va falloir prendre son temps, voir véritablement quelles sont nos cibles et conduire une manœuvre. Donc prendre du recul par rapport à l'événement et agir. L'appel du président malien à la France, Pierre Boilet, disant attention, il y a urgence, finalement les forces du Nord-Mali sont quasiment prêtes à fondre au fond sur Bamako. Cela vous paraissait crédible, réel ? Oui, ça me paraissait très crédible. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, d'un seul coup, les salafistes sont partis vers le sud. Néanmoins, il y a des cartes qui peuvent être visualisées sur des sites salafistes où on voit bien qu'il y a un projet quand même, prendre le Mali pour après continuer à se répandre dans l'Afrique de l'Ouest, en lien avec Boko Haram au Nigeria et d'autres. Donc là, je crois qu'effectivement, il y avait une menace réelle. Et en face, une armée malienne toujours aussi désorganisée, toujours aussi démoralisée, qui n'était pas prête à arrêter ça. Et d'ailleurs, on l'a bien vu à Konna et tout le monde est parti très rapidement. Donc là, je crois que c'était très important, effectivement, de bloquer les choses. Mais maintenant, effectivement, je répète, il va falloir faire les choses intelligemment et ne pas taper de façon aveugle. Général Desportes, comment prend-on une telle décision quand on sait aussi qu'il y a donc la vie d'otages français en jeu, notamment l'opération somalienne de la DGSE qui a échoué à sortir vivant l'otage français de Somalie, devait peut-être éventuellement servir d'exemple en cas de réussite par rapport à l'opération malienne. Est-ce que l'on prend une décision comme celle-là de partir en guerre et de risquer, au nom de la raison d'État et la raison supérieure de l'État, de risquer la vie d'otages français? Alors, vous me dites d'abord, comment prend-on? Notons que la France a un processus décisionnel qui lui permet d'agir vite. Et je crois que c'est bien. C'est un État qui peut agir dans les conflits rapidement. La deuxième chose, je crois que tout le monde l'a dit, la raison d'État a prévalu. La raison d'État a prévalu. Que cherchent à faire les preneurs d'otages? Ils cherchent à couper, à diminuer la liberté d'action des États pouvant intervenir. C'est exactement ça. Donc, à un moment donné, il faut retrouver sa liberté d'action. Et je crois que la France, par ces deux actions, d'une part en Somalie et d'autre part au Mali, a retrouvé sa liberté d'action et a montré tant aux terroristes des deux pays qu'elle a été capable d'agir, qu'elle n'avait pas peur. La France a retrouvé sa liberté d'action et c'est bien. Je voudrais que le retrouvions en direct de Bamako, Omar Rouaman. Bonjour Omar, vous m'entendez? Bonjour. Oui, pour terminer cette première partie peut-être, et en vous entendant dans le journal d'Amélie Perrier dans quelques instants, quelle est ce matin l'atmosphère, le climat à Bamako à 6h55, Omar? Écoutez, le jour se lève sur Bamako. Nous sommes arrivés, Laurent Macchetti et moi-même, samedi soir. Et je peux vous dire que pour être venu à Bamako au lendemain du coup d'État du 21 mars dernier, eh bien l'ambiance est vraiment tout autre. Il y avait à l'époque un climat vraiment anti-français, le sentiment dans la population que la France avait soutenu un régime corrompu et que si le Mali en était là, c'était à cause de la France. Or, aujourd'hui, c'est plus le cas dans les rues de Bamako. Vous croisez régulièrement des drapeaux français. La population, lorsqu'elle sait que nous sommes français, eh bien, elle vient nous remercier. François Hollande est évidemment plébiscité pour avoir stopper cette colonne de djihadistes qui fonçait vers Sévaré et vers Mopti. On dit, cela dit, qu'à Bamako, il faudra aussi peut-être s'attaquer à des agents dormants islamistes qui auraient pris le relais en cas d'arrivée des islamistes du Nord-Mali sur Bamako. Est-ce que vous avez des informations sur cette question ? Écoutez, ça, c'est ce qu'on se dit, c'est pas très vérifiable sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est que la France a renforcé la sécurité, notamment autour des ressortissants français. Ils sont 6000 aujourd'hui au Mali et principalement à Bamako. Mais à vrai dire, la population ici craignait vraiment que les djihadistes, que ces milices armées
descendent par Mopti. C'était le dernier verrou, cette ville de Sévaré qui a le commandement de l'armée malienne, et puis Mopti, et puis dans la foulée Ségou, et puis Bamako, avec une débandade et un chaos généralisé. Donc c'était vraiment la crainte de la population. Maintenant, ce qui est des cellules dormantes, c'est ce qui se dit, mais c'est pas vérifiable. Et puis ici, les rumeurs circulent les plus folles, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la population est très sereine. 8h17, les matins de France Culture sur l'opération Serval. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Blanchet. Eh bien la guerre. Eh bien la guerre, comme vous dites dans la clos. Depuis l'irruption des miliciens islamistes et ou Touaregs au Nord Mali il y a 9 mois maintenant, la constitution d'un nouvel Afghanistan à ses portes inquiète l'Europe. Or, le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique dispose là d'une base extrêmement menaçante. Nos collègues européens estiment que c'est à la France, ancienne puissance coloniale, qu'il revient d'épauler un gouvernement malien très affaibli pour défendre l'intégrité de son territoire. Mais notre gouvernement, qui a bien d'autres chats à fouetter, aurait sans doute préféré repousser cette échéance de plusieurs mois, le temps que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Ouest africain, qui a été chargée de sécuriser la zone par les Nations Unies, se mobilise. Ou que les négociations entre le gouvernement malien et les islamistes via le Burkina Faso aboutissent à un compromis. Et bien devant la résolution manifestée par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a autorisé le 20 décembre le déploiement d'une force internationale au Mali pour en déloger les islamistes, Ansar Dine, le principal d'entre ces groupes, semblait donner des gages de modération. Le groupe se disait prêt à renoncer à l'indépendance de l'Azawad, le nord du Mali, à condition de pouvoir continuer à y faire régner sa version particulièrement moyenâgeuse de la charia. Amputation de la main aux voleurs, punition par le fouet pour le péché d'adultère, destruction des mausolées de Tombouctou, etc. Ansar Dine affirmait, je cite, se contenter d'une large autonomie dans le cadre d'un État refondé du Mali, se démarquant sans ambiguïté de la laïcité. Il faut que le caractère islamique du Mali soit proclamé solennellement dans la Constitution, poursuivait le document remis au président burkinabé Blaise Compaoré. Mais le groupe a soudain renoncé à ce dialogue et s'en est suivi sa soudaine offensive en direction du sud, la prise de Konna qui mettait en danger la ville de Mopti. Cette poussée irréfléchie mettait la France dans l'obligation de voler au secours d'un État malien, je l'ai dit, très affaibli. Première question, pourquoi les islamistes d'Ansar Dine ont-ils cru pouvoir pousser un cran trop loin leur avantage? Est-ce en raison de la concurrence entre ces groupes armés au nord? S'ils ressortent tous plus ou moins de ce qu'on appelle l'islamisme mafieux, il semble que le MNLA, qui a proclamé l'indépendance de l'Azawad, défende lui des revendications assez précises, qui a semblé faire de lui un interlocuteur possible, tandis que les djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui rêvent d'un vaste califat, soient eux plus dangereux. Sans oublier le Mujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui menace aujourd'hui explicitement l'Algérie de ses kamikazes. Alors le président Hollande a donc décidé de donner un coup d'arrêt à la conquête du Mali par les islamistes. Sa fermeté rappelle celle de Sarkozy faisant donner notre aviation pour sauver Benghazi en Libye. Le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal vont à leur tour déployer des troupes. Mais l'immensité du Nord Mali permet-elle à des armées régulières d'aller déloger des groupes armés dangereux parce qu'armés dans les stocks de Kadhafi où nombre de ces combattants ont servi comme mercenaires? Il vaudrait la peine de se demander aussi pourquoi l'Arabie Saoudite et le Qatar ont cru bon de faire couler à flot l'argent wahhabite sur ces dangereux militants du djihad qu'il nous faut à présent aller déloger. Enfin, la vraie question, c'est celle de la capacité de l'État malien à retrouver unité et autorité, car c'est à Bamako et non pas à Paris que se décide l'avenir du Mali. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Une réaction, Pierre Boilet, puis nous allons rejoindre tout de suite après vous, Pierre Boilet, Adam Thiam, journaliste républicain en direct de Bamako. Pierre Boilet. Oui, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Je suis content qu'on fasse effectivement la différence, car on a entendu tout à l'heure parler de rebelles djihadistes. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des gens qui poursuivent un but de guerre djihadiste, alors qu'effectivement, à côté, il y a des rebelles qui sont ceux du MNLA contre l'État. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment faire la différence. Alors, le MNLA, il faut le rappeler, c'est les Touaregs. Le MNLA, c'est le mouvement de libération de l'Azawad. Qui demande la libération de l'Azawad. C'est une bonne partie de Touaregs, mais ce ne sont pas que des Touaregs. Bon, ils sont majoritaires
majoritaire. Ce ne sont pas tous les Touaregs non plus. Et ce ne sont pas tous les Touaregs parce en gros, si on veut simplifier les choses, il y a deux mouvements complètement islamiques qui sont AQMI et le Moujao, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique et le mouvement pour l'unicité et le djihad, etc. Et puis, il y a de l'autre côté le MNLA qui lui est indépendantiste et absolument pas salafiste et même ennemi de ces groupes. Et au milieu, il y a un groupe intermédiaire qui est Ansardine, Touareg mais islamiste, et eux posent effectivement un problème en termes de définition des choses. Alors l'Algérie a essayé de le ramener dans le camp des bons. En pratique, là on voit bien qu'ils sont plutôt dans le camp des salafistes, mais du coup ils sont aussi ennemis du MNLA. Donc là il faut bien faire la différence, et je crois que dans les buts de guerre dont on parlait tout à l'heure, il va falloir aussi faire cette différence. Alors je voudrais que nous rejoignions tout de suite Adam Thiam qui est extrêmement occupé, bien sûr, notamment pour la rédaction de ces articles pour Le Républicain. Bonjour Adam Thiam. Bonjour. Nous avions été très intéressés il y a un mois quand vous aviez participé au matin justement par vos analyses et votre décryptage de cette actualité. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur ce qui se passe au Mali avec tout de même une situation étrange, hein. C'est après tout un Premier ministre et si j'ose dire un gouvernement provisoire qui a demandé l'intervention de la France au Mali, un gouvernement, un Premier ministre mis en place par une sorte de putsch, hein, il n'y a pas si longtemps et notamment téléguidé par le capitaine Sanogo, qui avait lui-même, au fond, destitué, il y a près d'un an, le président ATT, alors que ce président ne se représentait pas. Comment analysez-vous la situation? Est-ce que c'est important de rappeler cela, ou est-ce que, selon vous, le plus important, c'était, encore une fois, après tout, la demande du président malien vis-à-vis de la France? Non, mais il faut rappeler, effectivement, que non seulement c'est un tout nouveau gouvernement qui a fait la demande d'intervention à François Hollande, mais préciser aussi que le Mali fait encore face à une double crise, une crise institutionnelle au nord qui se caractérisait d'abord par la présence de trois pouvoirs, donc celle de l'ex-junte, celle du Premier ministre plein pouvoir, Cheikh Modibo Diarra, qui a été démis dans les circonstances un peu controversées que vous savez, et celle du président constitutionnel par intérim Dioncounda Traoré. C'est lui qui a demandé à François Hollande l'intervention, et il l'a fait vraiment, on peut dire, à temps, parce que les djihadistes marchent sur Sévaré et leur objectif c'était de prendre ce verrou stratégique qui est vital à l'action de la CEDEAO prévue pour la libération du Nord. Et puis, c'est la plus grande concentration de l'armée, Sévaré aux mains des djihadistes, ça veut dire que tout le pays était dans leurs mains. Et puis, il ne faut pas se tromper, hein, même si on pense que les djihadistes sont aussi des narcotrafiquants, ou on passe avec les narcotrafiquants, leur objectif reste la réislamisation de l'Afrique de l'Ouest, et donc toutes les capitales africaines étaient menacées par cette action très téméraire, mais finalement qui était victorieuse, hein, jusqu'à l'arrivée des troupes françaises qui ont changé totalement la donne au moment où je vous parle. Alors, on va peut-être essayer de vous rappeler, Adam Thiam, parce que la ligne de l'autre côté est très mauvaise. Je voudrais, pour parler de la situation d'aujourd'hui, tout de même donc rappeler cet état de fait, que la crise institutionnelle nous rappelle Adam Thiam, avec tout de même un gouvernement provisoire, et le rôle ô combien tout de même important, crucial apparemment, de ce fameux capitaine Sanogo, Pierre Boilet. Oui, qui est parti au front, lui. Je suis entièrement d'accord avec Adam Thiam, que je salue au passage d'ailleurs, pour dire qu'au sud, les choses ne sont pas claires non plus, puisque, comme rappelait notre collègue, là, il y avait jusqu'à présent trois pouvoirs, donc le capitaine Sanogo d'une part, qui ne rentre pas dans ses casernes, quoi qu'on veuille bien dire, oui. Un président intérimaire qui n'avait pas la réalité du pouvoir, et puis un Premier ministre qui voulait avoir aussi... bon, alors lui a été arrêté d'ailleurs de façon complètement illégale par les militaires, et un nouveau Premier ministre, actuellement, Django Sissoko, est en place. Mais je crois que c'est important quand même de bien se rappeler quand même qu'au Sud, nous sommes dans une situation où, même si ça n'apparaît pas de façon extrêmement claire, nous sommes dans une situation de putsch. Et le capitaine Sanogo est monté glorieusement au front sous les bombardements français, ça lui fait du bien. Mais en attendant, nous aidons une armée putschiste, et le fait qu'il y ait des soldats français à Bamako va peut-être permettre aussi, que ce capitaine Sanogo soit un peu moins présent dans la politique malienne, et ça sera une bonne chose. Alors, je retente le coup, pardon, Adam Thiam, vous êtes à nouveau avec nous?
Oui, je suis avec vous. Voilà, et la ligne a l'air meilleure. Une autre question à vous poser. Quand nous étions notamment avec vous à Bamako il y a un mois, d'aucuns nous disaient, témoignaient que l'armée malienne était quasiment, entre guillemets, pardon, mais inexistante, en cours de formation à nouveau par notamment l'armée française, et qu'elle elle aurait pu être opérationnelle en cas de conflit majeur d'ici quelques mois. Or, l'intervention militaire a donc commencé. Qu'en est-il aujourd'hui de ces forces et de l'état de l'armée malienne sur votre sol, Adam Thiam? Je crois, parmi les critères qui ont décidé les salafistes à agir très vite, il y a l'évaluation qu'ils ont faite de l'état des forces maliennes, et puis ils ont probablement pu penser que c'était des forces prenables et qu'il valait mieux ne pas attendre la fin de la formation ou du reconditionnement de cette armée qui était un plan de la CEDEAO. Ceci dit, la plupart des armées ouest-africaines sont, à mon avis, très mal adaptées à contrer l'avancée salafiste. D'abord parce que ce sont des gens extrêmement déterminés au combat. Ils ont ce qu'on appelle des islamo-mafieux, des islamo-délinquants, pour utiliser les termes de Raouf Ouzkir. Mais ils ont aussi des combattants très aguerris, et seule l'aviation, du type de celle qu'on a vue hier, peut vraiment leur faire mal. Général Desportes, une armée malienne dite très peu formée, comment est-ce qu'on met en place ce qu'on appelle les opérations au sol d'une armée comme celle du Mali aujourd'hui, sous commandement franco-malien? Alors je crois que ça va prendre forcément du temps, et je crois que le commandement ne peut être qu'africain s'il veut être légitime. Donc il va bien falloir former une entité opérationnelle après la reformation de l'armée malienne et après l'agglomération des différents contingents. Et ça va prendre du temps. Il faut que le commandement Mais est-ce qu'on a ce temps-là, du coup? Écoutez, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il est absolument impensable de relancer vers le nord l'armée malienne et les différents contingents. De toute façon, ça va prendre des semaines et des mois. On ne peut pas faire autrement. Et pour l'instant, le danger est arrêté au niveau de Konna. Il va falloir tenir la ligne et se préparer à cette deuxième opération. Mais on ne pourra la relancer qu'après des mois de formation et de préparation de cette entité opérationnelle. Brice Couturier. Est-ce que c'est possible de chasser réellement ces groupes narcotrafiquants islamistes de la totalité du Nord, ou est-ce qu'on va se contenter de tenir cette ligne que vous décrivez? Parce qu'on voit bien qu'on a vu dans les précédents cas libyens et autres que les frappes aériennes ne suffisent pas, qu'il faut des hommes au sol pour aller déloger ce genre de combattants qui sont, eux, ils connaissent le terrain, nous pas, et de façon d'avion, on ne peut pas les avoir tous. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller les chercher un par un, ou est-ce qu'on va se contenter, encore une fois, de tenir une ligne? Vous posez la question fondamentale. Il est évident qu'avec des frappes aériennes, on ne règle pas le problème. On l'a parfaitement vu en Libye, et c'est bien justement parce qu'il n'y a pas eu d'engagement au sol que nous n'avons pas contrôlé et que nous sommes aujourd'hui au Mali, même s'il y a d'autres raisons, comme ça a été rappelé. Donc, à un moment donné, il faut savoir si on veut régler le problème ou pas définitivement. Est-ce qu'on veut se contenter d'arrêter de repousser vers le nord et en sachant que ces gens-là vont revenir un jour, ou est-ce qu'on veut aller régler ce problème? Moi, je crois qu'il faut aller le régler et se déployer au sol de manière à extirper... L'armée française? L'armée française avec les autres. Soit nous considérons que le problème est sérieux, et vous l'avez dit, que effectivement la sécurité des Français en France est menacée par l'établissement d'un État d'unité narcoterroriste dans l'ensemble du Sahel, soit on considère que c'est un des premiers dangers français, et alors on va régler le problème, ou alors on trouve une solution d'attente, on tient simplement et le problème ressurgira. Moi, je crois qu'il faut régler le problème. Que faut-il entendre tout de même, Général Desportes et Pierre Boilet, quand on entend notamment ça et là des commentaires officiels disant voilà, la question de l'opération en Somalie était plus risquée, plus dangereuse que prévu. Et puis, on entend là les rebelles, combattants, djihadistes islamiques, les islamo-terroristes, comme dit Adam Thiam, sont plus équipés, mieux formés que prévu. Que veut dire ce que prévu tout de même, avec le renseignement satellitaire militaire, la connaissance de la situation depuis au moins 2003, le renseignement, je vous cache pas que ça paraît étrange, ce que prévu. On le sait ou on le sait pas où on va? Alors je ne sais pas qui a pu dire que prévu, mais il est évident que ce n'est pas uniquement... Pour l'opération somalienne, c'était le ministre de la Défense hier qui a dit, voilà, l'opération... Mais je porte pas la pierre, mais voilà, c'était plus difficile que prévu. Bon.
Je crois que le renseignement est quelque chose de très compliqué. On ne peut pas imaginer tout savoir uniquement avec des drones et des passages d'avions pour prendre des photos. À un moment donné, il faut bien des hommes au sol pour savoir. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, il faut savoir que l'adversaire s'adapte toujours. Regardons ce qui s'est passé en Libye. On a cru régler le problème avec quelques bombardements. Les Libyens ont quitté les chars pour entrer dans les Toyota. Après, ils sont rentrés dans les villes. Donc, quoi qu'il arrive, l'adversaire va chercher d'autres armements, s'adapte, parce que la logique de la guerre, c'est le contournement de l'autre la découverte de nouvelles méthodes pour contrer sa force. Donc je crois qu'il ne faut pas être étonné, d'abord, de notre incapacité à tout savoir. Il faut être au sol, avoir du renseignement humain, etc. Et ne pas s'étonner non plus que l'adversaire s'adapte et que donc nous soyons engagés pour une période longue face à cet adversaire qui va contrer nos efforts. Et se faire à l'idée qu'il y aura des pertes des deux côtés, mais du côté notamment français et des armées africaines. La guerre est la guerre. La guerre n'est jamais propre. Il y a toujours des pertes des deux côtés. Le rêve de la guerre zéro mort, ça n'existe pas. Le gouvernement prend une décision légitime et légale, mais il doit savoir qu'il engage le sang des Français au sol. Pierre Boilet. Oui, alors que prévu, même sans renseignement au sol, il y a malgré tout quand même quelques spécialistes qui savent des choses et qui n'hésitent dans vous, on peut dire quand même, par exemple, et qui n'hésitent surtout pas à le dire à tous leurs interlocuteurs, y compris militaires. Bon, donc je crois qu'on savait très bien que ces salafistes avaient des missiles solaires, des armements sophistiqués, et que donc c'est pas plus difficile que prévu. C'est évident que les choses étaient difficiles dès le départ. Bon. Elles sont d'autant plus difficiles que ces gens connaissent effectivement très bien le terrain et qu'il y a un grand risque, comme le disait le général, c'est que ces gens se dispersent dans la nature. Or, vous nous rappelez un peu le paysage, si j'ose dire, le territoire. Le territoire, c'est quand même un territoire qui est grand comme 1,5 fois la France, malgré tout. Imaginez que les gens, là, on s'attaque pour le moment à 3 ou 4 villes, c'est-à-dire en gros Bordeaux, Marseille et Lille, et qu'au milieu, tous les gens peuvent se disperser n'importe comment. Bon, donc ils peuvent se disperser n'importe comment et se cacher dans des montagnes, se cacher dans des brousses. Ça va être extrêmement difficile de les en déloger. Donc ils peuvent aussi complètement quitter le terrain puis aller se réinstaller ailleurs. Hein. Donc de fait, il va falloir aussi à ce moment-là que le territoire soit contrôlé. Par exemple, que l'Algérie ferme sa frontière. Bon, ce qui n'est pas encore forcément le cas. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire avant de nettoyer réellement le terrain des salafistes. Oui, ne pas oublier la question de l'Algérie. Hein, voilà, l'Algérie. Il y avait des négociations qui étaient en cours avec certains de ces groupes, enfin ceux qui acceptent le dialogue. Ces négociations, elles passaient par l'Algérie, elles passaient par le Burkina Faso. Depuis longtemps, on se demande quelle est exactement la position de l'Algérie par rapport à certains de ces groupes. On a parlé d'une certaine complaisance. Aujourd'hui, je relève que certains de ces groupes aujourd'hui menacent directement le gouvernement algérien d'opérations kamikazes. C'est ce que j'ai lu dans la presse algérienne. Quelle est exactement la position du gouvernement algérien par rapport à certains de ces groupes, enfin la totalité de ces groupes? Alors, moi, je dirais quelle est exactement la position. Je ne sais même pas si l'Algérie la sait complètement, puisqu'il y a aussi beaucoup de clans différents. Alors, la position de l'Algérie, en tout cas, une chose est claire, c'est qu'elle ne veut pas qu'il y ait des présences étrangères dans son précaré au sud. Là, d'une certaine façon, c'est un coup manqué pour elle, hein, parce qu'elle soutenait donc Ansardine pour Ansardine soit considéré comme un mouvement avec lequel on pouvait discuter au même titre que le MNLA, mais elle ne voulait en aucun cas une intervention militaire étrangère africaine. Là, c'est raté. Jusqu'à il y a très peu de jours. C'était très peu de jours. Juste avant vendredi, on peut dire. Oui, absolument. Donc là, c'est raté. Alors, en revanche, ce qui est important quand même dans la position de l'Algérie et du Burkina Faso, c'est qu'il privilégiait une certaine négociation. Et ça, je crois qu'il ne faut surtout pas l'oublier. On n'est pas dans une affaire que de guerre. Il va falloir négocier, sinon on va se retrouver dans une situation du type 2011 qui recommencera à créer Pour exactement le même gouvernement problème. malien dit qu'il sera impossible de négocier avec qui que ce soit. En fait, si, on peut négocier avec qui que ce soit. Alors, Ansardine, maintenant, je crois qu'on ne va plus négocier avec lui, ça c'est clair. Mais il y a encore un mouvement politique armé, c'est vrai aussi qu'est le MNLA, et il va falloir régler une fois pour toutes cette situation de séparation entre le Nord et le Sud qui existe depuis l'indépendance. Général Desportes. Oui, trois petits points si vous permettez. Il est évident que la manœuvre de demain, elle va consister
à aller détruire dans la NAS les troupes qui vont reculer, ce qui suppose que cette NAS soit fermée par nos propres moyens et puis évidemment par l'Algérie qui devra fermer ses frontières, sinon la manœuvre est impossible. Le deuxième point, ça a été dit, c'est que la ligne d'opération militaire est importante, elle n'est pas la seule, et il faudra évidemment accompagner les opérations militaires, d'opérations humanitaires, d'opérations de développement dans le long terme, d'opérations de sécurité aux frontières. Ça me paraît très important. Ensuite, le troisième point, c'est que face à un adversaire comme celui-là, il y a trois options. Soit vous le détruisez, soit vous le repoussez, soit vous négociez avec lui. On ne pourra pas détruire l'intégralité des opposants. On ne pourra pas, il ne faut pas les repousser. Donc, à un moment donné, il faudra donc négocier, établir un compromis de manière à retrouver une situation stable. Donc, il n'y a pas que la voie militaire, il y a les autres qu'il ne faut pas oublier. Et en Afghanistan, une de nos erreurs, ça a été d'investir majoritairement dans la ligne d'opération militaire et d'oublier un tout petit peu les autres. Sylvain Kahn. Oui, précisément sur le fait qu'il n'y a pas de solution que militaire. Comment est-ce que vous expliquez que les Européens n'ont pas eu de politique sahélienne ces 20 dernières années ? C'est-à-dire, on peut vraiment avoir le sentiment que s'il y avait eu une politique on peut appeler ça d'investissement, de co-développement, de développement digne de ce nom, probablement que le succès des islamistes serait bien moindre aujourd'hui. Pierre Boilet. Oui, évidemment. En fait, il y a eu quand même une politique sahélienne, mais elle a surtout consisté, disons que majoritairement, elle a consisté à empêcher les Sahéliens de venir en France, justement, avec tout ce problème des visas. Bon, il y a une politique sahélienne quand même qui existe, parce que je rappelle malgré tout, et que je pense que c'est aussi une des bases de l'opération, qu'il y a quand même un lieu hautement stratégique, c'est le Nord-Niger avec l'uranium, et qu'on ne peut pas laisser comme ça déstabiliser toute la région, au risque de voir toutes nos centrales s'écrouler. Bon. En revanche, je suis bien d'accord, l'aide au développement s'est complètement effondrée ces derniers temps. Si on avait simplement mis l'argent que l'on va mettre ici pour cette guerre dans ce développement du Sahel et notamment dans ce développement du Nord-Mali, je crois qu'on n'en serait pas là. Si on avait aussi insisté politiquement auprès de ATT pour qu'il intervienne plus, d'ailleurs c'était presque un euphémisme, mais en tout cas de façon réelle contre AQMI, on n'en serait pas là non plus. Brice Couturier. Je parlais du rôle bizarre joué par l'Arabie Saoudite et par le Qatar qui ont fait couler, mais vraiment couler à flot l'argent qui tire des pétrodollars pour financer ces groupes. On est dans une situation quand même un peu paradoxale. Voilà des alliés soi-disant des États-Unis qui financent des groupes islamistes et maintenant les Français, épaulés par les Américains, doivent aller les déloger. À quoi joue-t-il exactement ? Et avec qui on serait censé être habillé pour éventuellement aller en Syrie un jour ou l'autre. En plus, oui, sans oublier. Parce qu'il ne faut pas oublier que de la Syrie que ça continue en ce moment. Pierre Boilet. Vous touchez du doigt effectivement une contradiction de la politique française. Le Qatar est notre cher ami. Le Qatar investit en France, achète des clubs de football, si je ne me trompe pas. Bon, des hôtels. Bon, mais le Qatar aussi, on le sait maintenant absolument. Quand on le disait, on était au départ pris vraiment pour des fous, mais malgré tout, le Croissant Rouge qatari, d'abord, a une activité humanitaire claire, ce qui est très bien d'une certaine façon, en relevant par exemple l'hôpital de Gao, mais dans ces ambulances, il y a aussi plein d'argent, et plein d'argent qui vont dans les groupes islamistes. Alors, un jour ou l'autre, il va falloir dire au Qatar que ce double rôle ne pourra pas continuer longtemps. Quant au but du Qatar, on comprend bien, hein, c'est le même type d'islam rigoriste, et donc il est assez logique qu'ils veuillent le répandre un peu partout dans le monde. Alors, dans la belle unanimité qui a commenté justement l'intervention française au Mali vendredi, on a tout de même entendu des voix discordantes, celle de Dominique de Villepin hier dans le journal du dimanche, celle de Jean-Luc Mélenchon, et puis ça et là, au fond, ceux qui disent qu'il y a une manière un peu néocoloniale d'intervenir en Afrique, parce qu'il faut finalement non pas forcément défendre les Maliens de l'islamisme radical, mais qu'il faut protéger les intérêts de Total à l'Afrique, qu'il faut faire attention aux mines d'uranium, etc., etc. Pierre Boilet, néocolonialisme... Moi, l'intervention de la France au Mali. Je crois qu'il y avait trois buts en fait. Bon, d'abord, il y avait deux faits, une urgence quand même, parce que si ces groupes salafistes descendaient sur Bamako, on était quand même très très mal tous. Celle-là est incontestable. Celle-là est incontestable. Et je crois que tout le monde ne peut qu'être d'accord sur le coup d'arrêt porté. Je pense qu'il y a effectivement par ailleurs donc une défense des intérêts français, économiques notamment, l'uranium, on en a parlé, et d'autres. Et puis peut-être un troisième agenda caché, mais qui apparaît quand même, c'est
le rétablissement ou l'aide au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali, ce qui n'est pas rien non plus. Sylvain Kahn, et ensuite Gérard Leportou. Sylvain. Oui, vous disiez tout à l'heure que, ou je crois que c'est Omar Ouaman qui disait que les armées françaises étaient très très favorablement accueillies aujourd'hui, mais ce sont des sentiments versatiles. Est-ce que vous pensez que demain ou après-demain, ce qui est aujourd'hui considéré comme une armée, disons, de protection de libération, pourrait être considéré comme une armée d'occupation? Général Desportes. Alors, je crois qu'il faut faire attention, effectivement. Nous avons rétabli par cette opération l'image des armées françaises au Mali. C'est une image qui est fragile. Et je crois que la France doit bien... non pas tirer parti, mais exercer des responsabilités qu'elle a encore en Afrique. Et donc prendre les moyens diplomatiques et psychologiques pour faire en sorte que ces interventions qui sont nécessaires soient admises. La France a une histoire. Elle a des responsabilités, elle a des ambitions. Et elle a aussi des intérêts. Je crois qu'il n'y a aucune honte. Le fait que le Mali était une colonie et fait partie de ses responsabilités, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ah, mais très sûrement. Mais ça fait aussi partie de ses intérêts. Un des avantages comparatifs de la France par rapport aux autres pays européens, ce sont ses points d'appui et l'influence qu'elle a en Afrique. La France n'a pas à avoir honte d'avoir été et d'être encore une grande nation. L'arrière-pays de la France, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique sahélienne et c'est l'Afrique noire. Et je crois que nous y avons des intérêts économiques, des intérêts financiers et des intérêts de sécurité. Et il n'y a aucune honte pour un pays à dire « je vais défendre mes intérêts ». C'est ce que font les Britanniques, ils le disent. C'est ce que font les Américains, ils le disent. Nous avons un peu honte à le dire. Eh bien, disons-le, nous allons défendre des valeurs et des intérêts. Que font les Américains, cela dit, jusqu'à présent? Ils observent, ils sont très intéressés, mais pour l'instant... Ils prêtent des bases aériennes. Alors le général Ham, qui commande le théâtre africain pour les armées américaines, disait récemment, quand il est passé à Paris à Sciences Po, disait « Nous ne pouvons pas pour l'instant intervenir légalement parce que le pouvoir en place à Bamako n'est pas un pouvoir légal ». C'est la première réticence des Américains, mais il est évident qu'ils vont nous aider parce que le général Ham disait sans ambiguïté qu'il y avait des risques tout à fait importants dans l'ensemble du Sahel. Donc ils vont nous aider. Et puis qu'il y a des objectifs communs finalement. Absolument. Ouais. Brice Couturier. Alors je disais, c'est à Bamako et non pas à Paris que se décide l'avenir du Mali, nord et sud confondus. On est là devant une tâche avec laquelle nous ne sommes guère familiarisés, nous autres Français. Les Américains ont essayé en Irak et Dieu sait ils ont échoué. C'est ce qu'on appelle en anglais, d'ailleurs il n'y a pas de mot français, le state building. Il s'agit donc, avant toute autre chose, de reconstruire un État malien digne de ce nom et non pas éclaté entre trois fractions et un nord et un sud divisé. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour remonter cet État défaillant, pour qu'il puisse régler lui-même ses problèmes, Pierre Boilet? Je crois que la première chose, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà par exemple d'assurer la sécurité d'un gouvernement de transition. Et en ça, les gendarmes français et les militaires français qui sont à Bamako certainement pourront y contribuer. Et d'ailleurs, on a vu le capitaine Sanogo repartir flambant neuf au front, mais là, il se tait un peu plus au niveau politique et ça sera peut-être une bonne chose. Bon, ça c'est une première chose. Le set building, c'est bien, mais on ne peut pas le faire à la place des gens de toute façon. Il faudra donc qu'il y ait maintenant... si on sécurise ce gouvernement intérimaire des élections pour avoir un véritable pouvoir légitime, et aussi qu'on fasse attention malgré tout au fait qu'on parle du néocolonialisme français. Bon, c'est vrai qu'on peut le prendre comme ça, mais n'oublions pas aussi que toute une partie du Mali, la partie nord, considérait aussi qu'il y avait un autre colonialisme malien sur le nord, et que là aussi peut-être qu'on peut arriver à, par exemple, en termes de médiation, mettre en place un certain nombre de négociations qui permettent ensuite que les choses se calment à ce niveau-là. Vous voulez dire une autonomie du Nord dans le cadre d'un État malien au minimum, je crois qu'on ne peut plus revenir à la situation de 2011. On a assisté à des rébellions à répétition. Je crois qu'il faut à un moment donné clairement donner les responsabilités qui existent au Nord et au Sud de façon à calmer ce jeu définitivement. Est-ce qu'une petite question est-ce que le grand perdant, pour suivre la question de Brice, ne sera pas tout de même le MLNA qui, pour faire valoir ses droits à une autonomie de l'Azawad, dont Adam Thiam nous expliquait tout de même il y a un mois à Bamako que c'était une sorte de fiction,
le MLA n'est-il pas floué? Ils se sont associés avec le Bujao en Sardine pour intensifier leur mouvement, ont été ensuite phagocytés par eux. Enfin, je parle aux spécialistes que vous êtes, peut-être que vous allez tempérer ce que je dis, mais est-ce qu'ils ne sont pas le grand perdant, au fond, tout de même, Oui. Et comment peuvent être-ils des interlocuteurs pour négocier? D'abord, effectivement, je vais tempérer parce que on ne peut pas dire que le MNLA soit associé au Mujao en une de quelconque façon, puisqu'ils se sont battus et qu'il y a eu des morts violents. Par contre, il y a eu des atermoiements avec Ansardine. Avec Ansardine, pardon, oui. Et le MNLA, par ailleurs, ne s'est absolument jamais accoquiné non plus avec ACMI. Donc, il a toujours bien fait la différence entre lui, ce qu'il revendiquait, c'est-à-dire une certaine autonomie, et d'autre part, un salafisme qui avait d'autres buts, qui était effectivement l'installation de la charia. Oui, mais c'est Ansardine qui a pris la main. Alors, ils se sont fait sortir, en quelque sorte, des villes, et je pense qu'il ne l'avait pas prévu, d'ailleurs, personne ne l'avait vraiment prévu. Il y a eu donc là une opération salafiste extrêmement bien menée. Néanmoins, ça ne change rien à l'affaire, je crois, c'est que nous sommes dans une situation où il y a eu donc une révolte en 63, une révolte en 90, une révolte dans les années, plusieurs révoltes dans les années 2000, une révolte en 2012. Tant qu'on n'aura pas réglé ce lien ou ces rapports entre le Nord et le Sud, on va recommencer. Donc, je crois qu'il va falloir arriver à un moment donné, maintenant, pour régler définitivement les choses, il y ait des négociations qui n'accordent peut-être pas l'indépendance, on verra, mais au moins une certaine autonomie. Général Desportes. Deux remarques, si vous permettez. La première, state building. Faisons attention, on a échoué en Irak, on a échoué en Afghanistan, soyons clairs. Donc, state building, non. Et en tout cas, n'imposons pas notre modèle, laissons les Maliens trouver leur solution. Ça, c'est la première remarque, c'est tout à fait fondamental. La deuxième remarque, c'est que à la fin de cette affaire, il y aura une conférence des belligérants. Elle ne doit pas être la conférence des vainqueurs. La conférence de Bonn en décembre 2001 a été la conférence des vainqueurs qui a rejeté les Pashtuns et les talibans dans l'insurrection, je dirais. Alors qu'on aurait pu régler le problème immédiatement, la conférence doit comprendre toutes les parties quand elle va commencer. Et puis, une autre question, évidemment, brûle les lèvres de beaucoup de monde ici, de beaucoup de Français, notamment, c'est est-ce que cette intervention ne va pas intensifier une sorte de solidarité d'un islamisme radical et terroriste qui verrait la France menacée? On sait que nous sommes en contrôle Vigipirate rouge renforcé, rouge foncé. Est-ce qu'on ne risque pas quelque chose là qui, avec cette intervention, va intensifier et faire craindre évidemment une menace terroriste plus grande aujourd'hui? Certainement, mais de toute façon, cette menace terroriste, elle existe déjà depuis des années. Il y a un combat, tout simplement. Là, je suis d'accord avec le général Desportes. De fait, nous sommes en guerre contre un terrorisme mondial. Il y a des salafistes là qu'on combat. Il y a des otages qui vont peut-être effectivement être exécutés. Mais on est dans une guerre. Donc, je ne crois pas qu'il faille simplement ne rien faire parce qu'on a peur des menaces qui existent de toute façon depuis des décennies. Je voudrais que nous rejoignions au téléphone Madame la maire de Gundam. Bonjour. Bonjour Marc. Oumou Salsek, vous étiez avec nous à Bamako il y a un mois. Vous êtes la maire d'une ville du Mali, au nord du Mali, à 90 km au sud-ouest de Tombouctou. Vous aviez été chassé par les islamistes de votre ville. Là, vous êtes aujourd'hui à Abidjan. Peut-être c'est un commentaire sur justement cette intervention française que vous réclamiez et dont vous disiez d'ailleurs que si elle devait intervenir, elle interviendrait peut-être trop tard, Madame Oumou Salsek. Effectivement, merci beaucoup Marc de me donner encore cette occasion. Et je suis non seulement très heureuse aujourd'hui de voir que la France ait pris le devant pour vraiment arrêter cette agression de ces terroristes et bandits, comme j'ai toujours eu à le plaidoyer. Et je suis d'accord, j'ai écouté un peu les intervenants avec le monsieur qui avait dit qu'il faut régler ce problème pour de bon. Et je pense que cela est nécessaire et cela passe par un préalable. Libérer le Nord, stopper d'abord l'avancée de ces terroristes qui a été fait, libérer le Nord de ces terroristes bandits narcotrafiquants à court terme, militariser le Nord du Mali, je l'avais dit dans le passé et je le redis parce que le Nord du Mali a été démilitarisé et ça a été une grosse erreur des décideurs maliens et ce qui a donné place à ces terroristes dans le Nord. Organiser des élections transparentes et crédibles parce que nous savons aussi que pour qu'un pays soit bien géré, il faut un bon dirigeant. Et j'espère que les Maliens sauront choisir cette fois-ci
un bon dirigeant. Ne pas en faire un choix de clan ou d'ethnie. Nous avons besoin d'un bon dirigeant qui puisse rassembler tous les Maliens, blancs, noirs, autour de lui, et pour que le Mali sorte de bon de cette crise. Créer les conditions de retour, parce que la reconstruction est encore la plus difficile. Reconstruire tout ce qui a été détruit matériellement, humainement, socialement, et c'est là important. Je voulais juste rajouter un point. Je vous en prie. Quand j'entends dire certains que la France s'impose ou que la France a des intérêts, mais pourquoi on veut voir toujours obscur dans ce que le Mali fait pour le Mali? Nous avons une histoire commune et nous avons un destin commun. Que la France ait des intérêts au Mali, c'est tout à fait normal. Et que le Mali arrête toujours de tendre la main. Nous avons de quoi aussi tendre la main autrement, donner et recevoir. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tant de souffrance, le citoyen malien, le peuple malien a compris ce que vaut une paix, une liberté, et va être comme des sentinelles pour suivre désormais ce qui va se passer chez eux. Merci infiniment.